ça bizarre que dans le gouvernement il y a gouverne et monde? Enfin, je me pose la question. T'es sûr que c'est une bonne idée de mater des vidéos jusqu'à 4h du mat? Puis bon, si c'est pour mater un documentaire sur les reptiliens Illuminati nécrophages du gouvernement, c'est un peu dommage, non? Je veux dire, il y avait des images mystérieuses, des musiques dramatiques avec une voix vachement crédible, mais bon, niveau preuves, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ah ok, donc tu mets cette chemise pour ta vidéo. Eh bah c'est pas que ton intro qui va être complètement Bon, ça va, t'as fini de me faire chier. Est-ce que vous connaissez la notion d'esprit critique? Ce petit fantôme qui nous suit un peu partout pour nous aider à interagir avec le monde qui nous entoure. Ok, il est un peu relou par moment, mais qu'on le veuille ou non, tout le monde en a un. Le truc c'est que cet esprit critique, il a besoin d'être régulièrement entraîné. Sinon, il risque de plus être bon à quoi que ce soit. Tu veux pas plutôt mettre le documentaire sur la lune creuse créée par une divinité faite en spaghetti? Heureusement, dans cette vidéo, on va préciser quelques techniques et parler de certains pièges à éviter pour renforcer ce petit fantôme. Juste avant de continuer, je précise que cette vidéo fait suite à un précédent épisode qui parlait de conseils de base pour pas se faire avoir par des infos bidons. Donc si vous l'avez pas vu, mettez pause, allez voir la vidéo d'avant et je vous retrouve ici. J'attends là. Allez-y, mettez pause. Allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Mais non, mais pas toi du con. Ah oui, pardon. Bref, si vous êtes prêts pour la suite de la vidéo, je vous propose un petit retour aux sources. Alors, dans le dernier épisode, on avait dit qu'il fallait faire gaffe aux sources de l'info qu'on recevait. Mais encore faut-il savoir comment faire gaffe aux sources. Mais qu'est-ce que tu fous? Non, t'inquiète, je veux juste le journal que m'a prêté ton oncle. Rassurez-vous, il y a des méthodes beaucoup plus simples. Déjà, il faut comprendre le niveau de sûreté de notre source. De quel type d'info on parle? De la simple parole d'une personne? Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, on a vu que ça pouvait être une source assez nulle. Enfin, la parole est une source nulle, pas la vidéo. Hein. La vidéo, elle est bien. Je vous donne ma parole. Est-ce que c'est un article de journal? Ok, mais ça dépend de la neutralité du journal. Donc selon votre journal, on peut régler le problème de la faim avec des galettes complètes? Bah ouais, je vois pas ce qu'il y a de surprenant. Une photo? Pourquoi pas, hein, faut juste bien connaître le contexte, sinon on passe un peu à côté de la vérité. C'est historique, je tiens dans la main la preuve que l'appareil photo a été inventé pendant la préhistoire. Excusez-moi, quelqu'un aurait vu mes photos de vacances? Oh. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Une revue scientifique? Ouais, là ça commence à être pas mal du tout, tant que c'est une revue vraiment reconnue par le monde scientifique. Eh les mecs, vous avez vu? J'ai fait un volcan avec de la mayonnaise! Jean-Pierre, si vous continuez, on arrête votre abonnement à Science et Vie Junior. En plus de ça, une source solide doit se baser sur des chiffres précis et vérifiables. Je rentre pas dans le détail, hein, parce que ça pourrait être une vidéo à part entière, mais on va au moins se concentrer sur une chose. D'où viennent les chiffres de notre source? D'un institut de sondage neutre comme l'INSEE? Du stagiaire d'observation? Mais Tristan, qu'est-ce que t'as foutu? Bah quoi, vous m'avez demandé de photocopier les camemberts. Vous voyez, tout n'est pas si simple. Chaque source a son degré de fiabilité. Et en plus de ça, on a un petit souci, notre esprit critique mal entraîné est souvent victime de plusieurs biais. Des billets? Ah désolé, j'ai que des pièces. Déjà, il faut bien faire gaffe à ne pas chercher que des sources qui vont valider ce qu'on pense déjà, sinon on tombe dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et avec ça, on peut vite croire qu'on a toujours raison. Mais qu'est-ce que tu fous? Bon, ça se voit pas, je mets de l'arnica. Pourquoi faire? Bah, pour que mon bras guérisse. L'arnica, c'est hyper efficace contre les fractures. Et t'en as mis sur ton plâtre? Bah ouais. Ok, tu sais que c'est le plâtre qui aide tes os à se ressouder, hein? Oui, grâce à l'arnica que j'ai mis dessus. Oh purée, tu me donnes mal à la tête. Ah, si tu veux, j'ai quelque chose pour Si toi. tu me proposes de l'arnica, je te plâtre la tronche, mec. C'est le truc assez typique de certains climato-sceptiques. On a beau avoir toutes les données possibles et imaginables pour prouver que la planète se réchauffe, il y en aura toujours un pour dire Il pleut et on est en juillet. Vous voyez que j'ai raison, elle se réchauffe pas la planète. Il pleut en plein mois de juillet. Qu'est-ce que tu réponds à ça, hein? Ah, Quoi, ah? non, rien, on dirait que ça se calme. Quand même, il fait chaud, non? Même pour un mois de juillet. Oh, et voilà, comme d'habitude, j'exagère tout. Il existe aussi une nuance assez marrante au biais de confirmation, Le biais de corrélation. qui nous fait croire à tort à une association entre deux données qui n'ont rien à voir. Par exemple, au niveau des chiffres, on apprend que la forme de la courbe indiquant le nombre de personnes qui se noient dans une piscine en 10 ans est identique à la courbe du nombre de films dans lequel apparaît Nicolas Cage. Ces deux courbes existent, hein, elles sont véridiques. Vous pourrez les consulter sur la page de Spurious Correlation. Oui, je sais, je me suis amélioré en japonais. Vous voyez, les courbes se ressemblent, mais vous vous doutez bien qu'il n'y a aucun lien entre elles. Quoique... Monsieur Cage, vous êtes sûr de votre tenue pour l'avant-première? Je ne prends aucun risque, compris? Ok. Et on s'arrête pas là, hein. Pour embrouiller encore plus notre jugement, il existe... Le biais du survivant. Là, on parle plutôt d'une erreur statistique qui gonfle le résultat d'une expérience réussie en se basant sur des données pas très représentatives. Cette phrase est incompréhensible. Donc pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. Un exemple un peu lunaire, mais bien réel. En 1987, on a réussi à prouver que les chats qui tombaient de plus de 6 étages avaient plus de chances de s'en sortir sans trop de dégâts par rapport aux chats qui tombaient de 6 étages ou moins. Youp. Nickel. Et toi, Pantoufle? Écoute, bah là, je sens plus rien. Au-delà du fait que cette étude semble sortie tout droit d'un cerveau malade, les résultats de cette étude sont un peu bizarres. En fait, ils ne prennent en compte que les chats qui ont survécu à l'expérience. Oui, on n'a pas les chiffres des vétérinaires sur le nombre total de chats non vivants qui tombent de plus de 6 étages, pour une raison très simple. Il est assez rare qu'on ramène son chat plus vivant chez le véto.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? Je sais pas, vous avez pas de l'air méca? Donc, sur un nombre total de participants, seule une petite partie est utilisée pour les résultats de l'expérience. Un peu comme un influenceur à succès qui vous donne des conseils pour réussir. On a son expérience, mais pas celle de tous les autres influenceurs qui ont tenté mais qui ont échoué. Salut, je suis Goliath Minnesota et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour réussir à échouer dans votre carrière d'influenceur. C'est parti. Et surtout, abonnez-vous. Bon, toutes ces histoires de biais c'est bien sympa, mais à force de douter de tout, on sait plus quoi chercher ni à quoi se fier. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait d'avoir un système qui permettrait de filtrer les hypothèses pour prendre les plus pertinentes d'abord. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, je savais que t'allais le dire, c'est moi qui ai écrit ton texte, je te rappelle. Bon, ça va, te la pète pas non plus. Alors fais gaffe parce que je peux te faire dire ce que je veux. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas me faire dire? Topinambour. Voilà. Eh mais attends, Hmm. qui est-ce qui écrit tes textes à toi? Alors, admettons que vous trouvez pas assez de sources sur un sujet, ou que vous ayez la flemme de créer une étude scientifique, ce que je pourrais parfaitement comprendre. Vous pouvez utiliser Le rasoir d'Occam. pour vous faciliter la vie. Le quoi? Alors, le rasoir d'Occam, c'est un principe de pensée qui permet de gagner du temps pour valider ou réfuter un fait. Il suffit de prendre les arguments les plus simples à démontrer d'abord pour éviter de complexifier son analyse. Pour imager, prenons cette personne fortement capillarisée. Disons que chacun de ses poils et cheveux sont des théories sur la forme de la planète Terre. La Terre est un cube. La Terre est un donut. Mais non, la Terre, elle est ronde. Bande de nazes, la Terre, c'est une simulation. On passe le rasoir sur tout ce bordel, et les poils qui restent, c'est ceux qui sont les plus simples à démontrer. La Terre, elle est ronde. Soulagé. Ça veut pas dire que le rasoir est précis à 100%, hein. Pour ça il faudrait un outil encore plus précis. Techniquement, la Terre est sphérique. Ok. Mais ça, en vrai non, on peut pas faire. Bon, c'est bien joli ce bazar, mais comment on fait pour être vraiment précis? Est-ce qu'il n'existerait pas par exemple une méthode utilisée par le monde scientifique pour réussir à trouver un vrai consensus? Waouh. Quoi? Oh rien, tu viens juste de spoiler le titre du prochain chapitre. Ah? La méthode scientifique. Ah ouais. Alors, vous vous êtes tous sûrement déjà embrouillés sur un sujet pour savoir qui avait raison. On est sur internet donc, je pense que oui. C'est Sangoku le plus fort. Non, c'est Superman. Non, Sangoku. Superman. Sangoku. Alors c'est comme ça, l'humain apparemment a toujours l'air d'être en quête de vérité, et ça date pas d'hier. Le mammouth, c'est le plus fort. Non, c'est le smilodon. Non, le mammouth. Mammouth. Heureusement, il existe une méthode bien solide qui permet de répondre à pas mal de questions. La méthode scientifique donc. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Un mec a une hypothèse sur un truc, il teste son hypothèse grâce à une étude rigoureuse, il émet une conclusion quand il a les résultats de son étude, il la propose à tous ses collègues, et là, ses collègues font tout leur possible pour défoncer sa race à son hypothèse. La vie de ma mère, Mouloud, ils l'ont défoncé. Bon, mais s'ils y arrivent pas, tout le monde considère que l'hypothèse est fiable, jusqu'à ce que quelqu'un trouve un argument suffisamment solide pour lui défoncer sa mère, Mouloud, je te jure. Arrête de faire ton Roman Frésinet, ça marche pas du tout. Ok, j'arrête. Bon, mais vous avez vu, c'est pas mal comme méthode, hein. Plutôt que de prouver qu'il a raison, un scientifique fait tout pour prouver qu'il a tort. Et c'est quand il arrive plus à démontrer qu'il a tort qu'on peut commencer à considérer qu'il a raison. Mais il y a évidemment une petite subtilité, hein. Une étude peut être totalement fausse, mais pas absolument vraie. En gros, on peut juste dire qu'une preuve est vraie jusqu'à ce qu'elle soit renversée par une autre encore plus sérieuse. On n'a jamais raison, on a juste un peu moins tort. 1 + 1 = 2 sera toujours vrai jusqu'à ce qu'on me prouve que c'est faux. Bon courage. Et attention, on peut être tatillon comme on veut, même si deux affirmations sont plausibles, faut éviter de les mettre sur un pied d'égalité. Regardez, selon vous, est-ce qu'un bras peut traverser un mur? Bien sûr que non. Mais il connaît rien, lui. En physique quantique, on a une probabilité que ça passe pourtant. Mais quel inculte. Alors, si on doit maxi simplifier, ok, on a en physique quantique ce qu'on appelle l'effet tunnel. Vu que les atomes de tous les objets se déplacent en continu, voire sont à plusieurs endroits à la fois, il existerait une possibilité nano-minuscule qu'un bras traverse un mur. Mais la probabilité est tellement proche de 0, mais genre tellement proche de 0, pas genre 0,1%, 0,01%, non, quasi infiniment plus faible. Donc gagnons du temps, à la question peut-on traverser un mur, répondons juste non. Super, donc il accepte pas l'autre possibilité. Bravo. Le mec croit pas à la physique quantique, quoi. Ok, donc selon vous, il existe aussi une possibilité que les atomes de vos yeux et de votre bouche soient d'un coup intervertis. Ah, bah c'est pas trop tôt. Je crois que c'est bon, il a compris. Et donc, qu'est-ce qui fait que la méthode scientifique est hyper fiable? Parce que grâce à sa transparence et sa reproductibilité, on arrive vachement bien à prouver des choses. Et même souvent à débunker des conneries. Regardez, vous vous rappelez de l'étude sur les chats-sauteurs? Eh ben, elle a été contredite par une autre étude sortie en 2004. Bon, et maintenant c'est bon, on va peut-être pouvoir arrêter de faire des études sur les chats balancés par les fenêtres? Enfin, je sais pas. Mais docteur, arrêtez, bon sang. Rien à carrer, de toute façon, je suis team chien. Bon allez, dans cet épisode on a majoritairement parlé d'exemples tirés du monde scientifique, mais dans la vie de tous les jours, je vous rappelle qu'on peut toujours utiliser son esprit critique pour réfuter une affirmation fausse ou des rumeurs infondées. Parce qu'encore une fois, on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Prenez par exemple la rumeur sur ce qui est arrivé à un membre du meilleur groupe de musique de tous les temps. Vous savez, la rumeur selon laquelle... Paul est mouru. Alors attends, mettons juste une chose au clair. Quoi? Ce serait bien que tu précises que t'es pas très objectif quand tu parles de ce groupe, sinon c'est pas juste. Ah désolé, sur mon texte y a aucun argument de plus, hein, t'as juste mis meilleur groupe de tous les temps.
Bon, bah, si c'est dans le texte... Ouais, enfin quand même on va laisser les gens dire ce qu'ils pensent du groupe dans les commentaires, hein, ce sera plus fair play. Bon bref, en 1969, les Beatles sortent leur dernier album, Abbey Road, juste avant que le groupe ne se sépare. C'est bon, on est numéro 1 des charts? Yep. On arrête? Allez. Tout le monde connaît pas forcément les morceaux qu'il y a dedans, bande de petits coquins, allez m'écouter ça tout de suite, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent cette pochette. Eh bien, figurez-vous que c'est là qu'est partie une des théories du complot les plus rock'n'roll, oh j'en perds mon japonais, du XXe siècle. Le bassiste du groupe Paul McCartney aurait été victime d'un tragique accident de voiture en 1966. Il aurait depuis été remplacé en secret par un sosie. Encore plus ouf, il y aurait toutes sortes d'indices disséminés dans les albums, que ce soit sur les pochettes ou dans les morceaux. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle des Beatles dans une vidéo sur l'esprit critique. Parce que t'es un énorme fanboy. Peut-être, mais aussi parce que cette rumeur est un cas d'école parfait pour entraîner notre esprit critique en question. Et surtout que t'es un énorme fanboy. Oui, oh, Bon, pour commencer, en passant un coup de rasoir d'Occam, on se rend compte que cette rumeur est complètement débile. Pour info, la carrière solo de Paul McCartney a connu un grand succès critique et commercial, donc soit le sosie est meilleur que l'original, soit l'original est toujours l'original. Mais continuons. Quels sont les arguments de ceux qui croient encore à la rumeur? Alors, sur la pochette Abbey Road qu'on a vue tout à l'heure, je vais vous faire un petit combo d'arguments pourris. C'est parti. Paul tient une à la main droite alors qu'il est gaucher. Bizarre. Oh, et John Lennon et Ringo Starr sont habillés dans les couleurs du deuil selon deux cultures différentes. Oriental pour le premier et occidental pour le deuxième. Tenant ça. Et Paul est pieds nus. Comme par hasard. Comme sont enterrés les défunts dans certaines cultures. Et George Harrison, lui, il est tout en jean. Comme les couleurs du deuil au Canada. Attends, c'est une vraie info ça? En attendant, on peut dire qu'on s'arrête là pour les biais de confirmation, hein. En termes de surinterprétation, on est à des niveaux stratosphériques, je pense. Et pardon, mais pour la sur sa main gauche, bon, je sais pas pour vous, mais il me semble qu'un gaucher peut tenir des choses dans sa main droite. Enfin, je crois, hein. Mais reprenons avec une voix suspicieuse. Sur la voiture au fond, là, la plaque d'immatriculation, LMW28IF. LMW20F. En japonais, ça voudrait dire que si Paul McCartney était encore vivant au moment de la photo, il aurait 28 ans. Sauf que Paul est né en 1942. Donc il aurait eu 27 ans, pas 28. Là on est sur un biais de corrélation un peu bâclé. Bon, je pourrais continuer encore longtemps, hein, parce qu'il existe encore une pelletée de fausses preuves dans ce genre. Bon, si on continue à écouter notre esprit critique, il nous dit quoi? Feur. Il nous dit de regarder les sources. Ouais. Ok, alors revenons aux sources de la rumeur. Elle a commencé par quoi? Koubé. Eh ben, en 1969, un animateur radio du nom de Russ Gibb, a donné la parole à des auditeurs qui ont parlé de cette rumeur en direct. Déjà, la pire source du monde, la parole d'une personne sans réelle preuve derrière, enfin bon bref. Le plus marrant, c'est qu'un étudiant de l'université du Michigan, un petit rigolo du nom de Fred Labour, a écouté cette émission, a compris que c'était clairement bidon, et il a décidé quand même de faire un canular, en publiant dans le journal de son université un article intitulé « McCartney décédé, de nouvelles preuves voient le jour ». Il y inclura la plupart des faux arguments qu'il entend à la radio, plus quelques infos qu'il a inventées pour l'occasion. Et c'est comme ça que la rumeur sur Paul McCartney a commencé à buzzer de ouf. Voilà, avec ce petit cas pratique, j'espère que ça vous donnera envie de rendre votre esprit critique le plus balèze possible, et qu'il soit prêt à passer à l'action quand vous tomberez sur un article ou quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Ça te dérange pas si je fais la blague? Non, vas-y. Feur. Au secours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, moi ça m'aide énormément. Je précise que toutes les choses un peu techniques dont je parle sont sourcées, vous n'hésitez pas à aller voir les liens, ils sont dans la description, si vous voulez approfondir le sujet. Par exemple sur la physique quantique ou des choses comme ça, des trucs un peu techniques quoi, vous voyez. Alors au fait, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, c'est complètement dingue, je savais pas que ça pouvait intéresser autant de monde mes conneries. Ça donne juste envie d'en faire encore plus, donc c'est trop cool. Et d'ailleurs, j'ai ouvert une page Qu'est-ce qui se banque si vous voulez aider à soutenir la chaîne financièrement. Ça me permettra de faire encore plus de vidéos, encore plus cool, et surtout un peu plus régulièrement. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même partager la vidéo éventuellement à vos potes riches, à vos proches. Ah, et pour finir, n'oubliez pas que je fabrique en partie les épisodes sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou de temps en temps. Donc vous le saurez, j'ai mis des millions dans ce rouleau de sopalin. Du coup mon effet je le fais comme je veux. Par exemple là, je me suis fait plâtrer la gueule. Voilà. Allez, bisous. Cassez-vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et dis-moi, y a pas de ruche dans les alentours, hein? Quoi? C'est rapport à mes yeux. Hein?